Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Saison 4. Ceci est l'épisode 70. Découpage. Un petit coup de Francisque et ça repart. La mort du grand roi, en 511, laisse un vide énorme dans la géopolitique européenne, comme à la tête du royaume gigantesque que Clovis, qui a su surfer sur les opportunités comme personne, et qu'on peut aussi se rappeler comme un serial annexeur. Un royaume donc que Clovis a réussi à se tailler pendant ses 30 années de pouvoir. Un règne hors norme pour un personnage sérieusement indompté dont l'astuce, pour employer un terme politiquement correct, a fait littéralement de lui un personnage de légende. Mais en 511, il est temps d'aborder l'une des questions les plus difficiles pour n'importe quel successeur d'un soi-disant grand homme. Comment se faire une place à l'ombre d'un géant quand on n'est qu'un son? Une question compliquée à laquelle Théodoric et ses 3 frères vont devoir répondre dans cette 4e saison de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Personne ne sait vraiment si la famille de Clovis a pleuré la mort du grand homme. Ni sa femme, la sainte Crodéchilde, dont on ne connaît pas grand-chose à ce stade, sinon l'obstination à convaincre son mari d'embrasser le christianisme nicéen. Beau morceau de bravoure de Grégoire, qui, sans être forcément fabriqué à 100%, restera quand même un peu suspicieux. Est-ce que la bonne reine adorait son époux nouvellement converti, ou elle détestait ce menteur patenté et ultra-violent à qui son oncle de roi de Bourgogne l'avait marié pour sceller la paix entre les 2 royaumes? Mystère. On ne sait rien non plus de l'opinion de ses enfants d'ailleurs, car aucun ne laissera jamais le moindre mot sur leur géniteur dans tous les textes qu'on a pu conserver. Alors, même si leur attitude collective de truqueurs, de pillards et d'assassins, dont on va être amené à reparler, ne laisse rien présager de bon sur l'éducation qu'ils ont pu recevoir de Clovis Ier, impossible de dire s'ils ont suivi les bons conseils d'un papa qui les aimait beaucoup, ou s'ils ont simplement hérité du modèle culturel ambiant de l'époque. Et ne revenons pas sur la tristesse de ce qui a pu rester de sa famille étendue une fois le grand nettoyage des années 508-510 terminé, avec les exécutions de Ragnacaire, Sigbert et Chararic et de tous les autres. Les derniers parents, encore sur leurs 2 jambes, s'il en restait au moins un seul, ont probablement dû pousser un sacré ouf de soulagement lorsque leur psychopathe de cousin a fini par passer l'arme à gauche. Et pareil pour ses pères, les rois des royaumes voisins. Avec sa réputation internationale de traître sans la moindre parole, il est assez peu probable qu'aucun ait dû trop regretter le trépas du roi des Francs. Il n'y a que les hommes puissants du royaume qu'on peut imaginer sûrement un peu tristes avec le départ de leur bienfaiteur. Que ce soit les leudes, les soldats de sa garde ou les évêques et autres grands aristocrates du royaume, tous ces hommes que Clovis a enrichis à un point inimaginable depuis le début de sa grande aventure peuvent, eux, se sentir un peu orphelins. Que ce soit par le partage du butin conquis ou simplement par la confirmation des privilèges déjà démesurés des ultra-riches qui tenaient déjà le pays à son arrivée, la mort de Clovis est un coup dur pour eux. Quoi qu'il en soit, une fois versées les larmes sincères ou de crocodile, et une fois les funérailles de Clovis terminées avec une bonne quantité de métal précieux emporté dans sa tombe sous la montagne Sainte-Geneviève, la grande question de la succession de l'homme providentiel a dû se poser. Que les détails aient été réglés précisément par Clovis comme le pensent certains, ou non d'ailleurs. Parce que l'histoire est remplie d'exemples de testaments ultra précis pour régler la succession d'un roi tout-puissant qui sont jetés au feu
avant même que son corps n'ait commencé à refroidir. Donc pas facile de savoir si ce qui va se passer fin novembre 511 était conforme au désir du grand homme ou pas. Pas facile non plus de savoir si les successions en général avaient le moindre schéma clair dans la culture franque, vu qu'on n'a pas d'exemple connu et documenté avant la mort de Clovis. À en croire Grégoire, certains des petits royaumes du Nord étaient dirigés parfois par plusieurs frères, tous appelés rois, et d'autres non. Donc on n'a pas vraiment de référence sur laquelle s'appuyer. Mais alors, Xavier, il se passe quoi à sa mort concrètement, à Paris? Alors d'abord, il faut tuer le suspense d'entrée de jeu. La succession dans les affaires politiques chez les Mérovingiens fait évidemment l'impasse sur les femmes, ce qui n'est ni plus ni moins que la norme à l'Antiquité, comme durant le Haut Moyen-Âge. Donc, ne vous attendez pas à voir une femme héritée de la couronne, ça n'existera pas. Mais présentons donc la famille qui va devoir se partager les terres du grand homme. Pour commencer, on a évidemment le grand frère, Théodoric, qui doit avoir une petite vingtaine d'années et qui est né du premier mariage de Clovis avec ce qu'on pense être une princesse germanique rhénane, peut-être une parente de Sigbert le Boiteux. Une épouse qui n'est probablement plus de ce monde à ce stade, mais qui, contrairement à ce qu'une tradition affirme, influencée par Grégoire de Tours, n'était sûrement pas une concubine de troisième zone, mais une véritable épouse. Théodoric est l'aîné et dispose donc déjà d'une sacrée réputation militaire, puisqu'il a conquis l'Auvergne pour le compte de son père en 508. C'est lui le prince tout désigné pour prendre la suite de son papa, car c'est l'enfant qui ressemble le plus à son père à ce stade si on y réfléchit. 100% franc par ses parents, bon chef de guerre déjà expérimenté, un gars décidé, hyper ambitieux et entouré d'une armée de leudes ultra fidèle et efficace. Mais aussi, on ne va pas se mentir, un homme vicieux, menteur et sans scrupules. Théodoric Ier, appelons-le entre nous le fourbe, qui va vite faire parler de lui dès la mort de son père. Et, spoiler alerte, pas toujours en bien. Alors ensuite, on trouve ses 3 demi-frères, les fils de Crodeshild, qui eux ont encore une maman en 511 pour le coup, mais qui ne peuvent pas être autre chose que des enfants ou des adolescents si on place le mariage après la guerre de Burgondie de 500. 3 garçons et au moins une petite sœur d'ailleurs, nés au début du siècle et qui n'ont sûrement pas pour le moment la stature de leurs demi-frères. D'ailleurs, on ne va plus entendre parler d'eux pendant les 10 ans qui suivent la mort de Clovis, probablement du fait de leur jeune âge. À ce stade, on doit les cantonner à de purs rôles de représentation alors qu'on termine leur éducation respective, que ce soit dans les arts du gouvernement, qui inclut notamment la lecture, ou dans les techniques militaires. 3 demi-frères donc, dont le premier, nommé Clodomir, est le petit gamin qui a survécu au baptême imposé par Crodeshild avant la conversion de son mari. Le fils à sa maman, à n'en pas douter ce Clodomir, le chouchou, et celui dont la naissance est un peu le point de départ de la conversion du père et le triomphe de la reine donc. Et puis viennent ses 2 petits frères, dans l'ordre, Childebert, le brouillon, qui va réussir à se fâcher et à se réconcilier avec un peu tout le monde alternativement toute sa vie. Tout ça pour ne réussir rien du tout au final, mais on y reviendra. Et enfin, le petit dernier, le petit Clotacar, qu'on appelle Clotaire en français moderne, mais dont nous avons gardé le nom germanique, et qui est sans doute le plus futé d'entre eux, et qui, avec peu d'atouts dans la main, va avoir la carrière la plus formidable. 4 frères donc, qui pour le meilleur et pour le pire, vont hériter du papa en 511. Et pour les historiens du 19e siècle, il n'y a pas de demi-mesure à avoir dans le jugement. C'est pour le pire. Car les 4 sales gamins de Clovis vont étrangement décider de se partager l'héritage du père comme une pizza 4 fromages découpée à la Francisque, dont chacun va essayer de capter le plus gros des morceaux. Oui, c'est vrai que pour les premiers historiens comme pour nous, la carte du partage dynastique à la mort de Clovis fait un peu saigner les yeux avec des régions de France rattachées assez bizarrement à ce qu'on va appeler des parts de royaumes. C'est-à-dire des bouts de pays découpés un peu n'importe comment à première vue. On vous invite par ailleurs à prendre une carte si vous ne connaissez pas sur le bout des doigts la géographie de France et de ses différentes régions pour bien suivre. Ou de regarder les cartes des notes de l'épisode pour bien comprendre qui aura la part de Brie, de Chaours, celle de Comté ou celle de Maroilles. Dès la mort du grand roi,
le territoire se retrouve donc découpé entre les 4 enfants. Non pas en 4, Eh oui, ça serait trop facile. mais bien en au moins 5 morceaux distincts. Et 5, c'est l'hypothèse basse, vu que malgré les cartes que vous trouverez sur Internet, personne ne sait exactement comment est partagée l'Aquitaine visigothique dans le détail. Soit que la région est restée co-gérée par les 4 garçons, soit que de mini-bouts ont été définis, mais on n'en est pas sûr du tout. En tout cas, pour le reste du royaume, les enfants vont donc se partager strictement 5 parties distinctes de l'héritage de Clovis. Des énormes morceaux composés d'au moins 2 ou 3 grandes régions modernes de la France actuelle et des territoires équivalents en Belgique, dans les Pays-Bas et à l'ouest de l'Allemagne. Alors, 5 morceaux pour 4 garçons, car Théodoric, à la différence de ses frères, reçoit 2 territoires spécifiques en propre. D'un côté, l'extrémité nord-est du pays, couvrant la quasi-totalité de la région Grand Est, ainsi qu'une bonne partie de l'Allemagne entre Rhin et Vézère, la Belgique et des Pays-Bas. Un royaume centré officiellement sur la ville de Reims, avec son increvable évêque Rémy, toujours bon pied bon œil à bientôt 75 ans. Et de manière totalement déconnectée, le Fourbe reçoit aussi l'Auvergne et une bonne partie du Limousin et de l'Occitanie recouverte par le Massif central. Clodomir le Chouchou, lui, établit sa capitale à Orléans, car il hérite d'un grand pays centré sur le cours du fleuve couvrant les régions du centre Val-de-Loire et des Pays de la Loire, juste à côté de la Burgondie natale de sa maman. Childebert le Brouillon récupère pour sa part ce qu'on appellera un jour l'Île-de-France et la Normandie jusqu'aux marches de la Bretagne. Des régions qui, évidemment, ne s'appellent pas du tout comme ça à cette époque, mais on va rester sur les noms modernes pour ne pas plus s'y perdre. Et détail important, le cadet des fils de Crodeschild récupère aussi Paris, dont il fait sa propre capitale. Et enfin, le Benjamin, le petit futé Clotacar, reçoit lui les terres d'origine du papa, c'est-à-dire grosso modo les Hauts-de-France actuels et l'ouest de la Belgique, en reprenant Soissons comme quartier général. Alors, cette division de 511 a laissé perplexe, pour ne pas dire plus, une grande partie des historiens du 19 et du 20e siècle. Comment les premiers mérovingiens ont pu imaginer un découpage géographique si bizarroïde? Pourquoi ces rois ont-ils accepté de partager l'héritage paternel comme un vulgaire camembert? Alors, la raison imaginée pendant des décennies a été évidemment une explication pseudo-biologico-sociale. En gros, cédant à ses penchants sauvages et oubliant l'intérêt supérieur de l'État, la rapacité naturelle du barbare germanique a pris le dessus, avec l'effondrement de la belle civilisation romaine. Et ces 4 hommes, comme 4 gamins mal élevés, se sont montrés incapables de maintenir l'unité et la grandeur de la France avec un F majuscule, en se partageant le pays comme de vulgaires épiciers. Une explication donc très 19e siècle, qui s'est transformée en une hypothèse un peu plus culturelle à partir du 20e. Certains historiens théorisant que cette partition a été la conséquence d'un système de partage germanique traditionnel, une coutume ancestrale où les biens du père devaient être divisés entre les fils de manière équitable, comme un héritage moderne en quelque sorte. En gros, Clovis aurait été obligé culturellement de s'aborder son patrimoine pour respecter la tradition et que le maintien de l'unité n'était pas possible dans une société ignorant la primogéniture et le sens de la patrie centralisée avec un État fort. Mais non, j'achète pas ce bullshit. Alors déjà, avant même parler de ces théories, il faudrait se calmer avec cette idée que les fils de Clovis ont bazardé le beau pays de France en 511. Primo, la plupart devaient être bien trop jeunes pour décider quoi que ce soit. Et puis Deuxio, au VIe siècle, on est à des années-lumière de l'idée d'État-nation, qui prendra racine dans les pays européens dont le nôtre qu'à partir au mieux du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Si on est honnête, la nation France n'existait pas. Personne n'avait même inventé cette idée à ce stade, et le royaume de Clovis ne recoupait de toute façon que très partiellement notre pays moderne. Donc ce serait injuste et anachronique de leur reprocher d'avoir tué la France éternelle, vu qu'elle n'était même pas née, et que ces gamins n'ont sans doute de toute façon rien décidé eux-mêmes. Et ce n'est pas le seul problème avec cette vieille vision très négative de la partition de 511. D'abord, la tradition germanique derrière tout ça est avant tout une belle hypothèse en ce qui concerne les Francs.
Certains royaumes germaniques ont pu avoir un système de partition du pouvoir culturellement établi, comme la Tanistrie burgonde où tous les frères héritaient avant de passer le relais à la génération suivante. Mais les Visigoths avaient plutôt adopté un pouvoir avec un seul leader généralement. Donc on n'a pas un modèle unique qui s'imposerait à tous les Germains depuis la nuit des temps. Et puis, s'il y a bien une civilisation qui a instauré le partage du pouvoir entre plusieurs leaders pour des raisons d'efficacité, pas la peine de forcément imaginer des traditions venant d'outre-Rhin. C'est ce que les Romains ont fait de multiples fois, de la tétrarchie aux empires d'Orient et d'Occident, avec Théodose et ses deux enfants ineptes, Arcadius et Honorius. Donc, mettre cette division sur le compte de coutumes germaniques ancestrales est pour le moins un peu douteux. Deuxième présupposé de ce jugement, c'est évidemment que cette division ridicule du pays des Francs a été la source de l'affaiblissement de leur royaume, le début d'une longue pente glissante vers l'effondrement du gouvernement. Mais ça aussi, c'est une vision très 19e siècle du monde et du modèle des États-nations, toujours plus fort parce que piloté par un gouvernement central qui agrège territoire et colonies sous son pouvoir unique. Mais cette vision catastrophique d'un pays se décomposant en entités de plus en plus faibles et retournant vers la sauvagerie tribale ne s'est pas du tout matérialisée. En réalité, les blocs nés du partage de 511 n'ont absolument pas entraîné l'écroulement du royaume des Francs. Au contraire, le Regnum Francorum, le royaume des Francs au singulier dans notre langue moderne, va rester debout et uni pendant plus de 2 siècles, c'est-à-dire plus que tous les autres États barbares de l'époque. Un seul royaume, mais partagé en gros blocs, restant attachés ensemble malgré leur leadership multiple. C'est d'ailleurs pour ces 2 raisons, l'absence de preuves d'un système germanique ancestral et la stabilité du pays sur le long terme, que pas mal d'historiens modernes défendent maintenant le point de vue que cette partition a été de fait une mesure d'efficacité. Une méthode pragmatique pour gérer de manière décentralisée un ensemble trop gros et trop disparate grâce à des sous-ensembles géographiquement et culturellement cohérents. Des entités de poids économique et politique à peu près similaires, dirigées par un souverain différent mais issus de la même famille. Des rois des Francs, sans aucune différence dans leur titre ou leur rang, gardant ainsi collectivement un sentiment d'appartenance à un regnum francorum unique. Ces parts de royaumes, comme on va les appeler dorénavant dans notre balado, et pas des sous-royaumes, qui sous-entendraient qu'il y a un grand roi dominant l'ensemble, ce qui n'est pas vraiment le cas, vont devenir la norme du monde mérovingien pour plusieurs siècles. En gros, cette vision que le découpage de 511 était bizarre est vraiment un jugement du 19e et du 20e siècle. Avec cette hypothèse que le modèle idéal, c'est une seule langue, une seule loi et un seul gouvernement localisé à Paname pour décider de tout ce qui se passe aux 4 coins du territoire. Mais rien ne prouve que ça aurait bien marché, une organisation pareille, à l'époque. Si dans notre pays moderne, ultra-jacobin, on parle depuis plusieurs décennies d'augmenter la décentralisation pour maximiser l'efficacité en local, il est bien possible que le mérovingien, pas plus bête que nous, ait fait déjà le même constat il y a 1500 ans. Par choix ou par défaut. D'ailleurs, si on compare les 3 autres royaumes barbares qui, eux, vont être dirigés par un seul homme au VIe siècle, Ostrogoths en Italie, Visigoths en Espagne, Vandales en Tunisie, eh bien tous vont s'écrouler bien avant la fin des Mérovingiens. Alors, pour plein de raisons différentes quand même. Mais c'est vrai que si on juge au résultat brut, le partage du Regnum Francorum en parts de royaume a été une solution plutôt efficace en réalité. Bon, soyons honnêtes, on va effectivement observer pas mal de recompositions, de modifications de frontières, voire de disputes et de déchirements entre les descendants de Clovis, c'est vrai. Mais fondamentalement, le royaume des Francs va tenir la route sur quasiment 3 siècles, sans parler même de leurs successeurs des Carolingiens qui utiliseront à peu près les mêmes méthodes. Le mécanisme souple inventé à la partition de 511 va permettre de gérer sans trop de désastres les successions et héritages dans les parts de royaume, confiés uniquement aux descendants de Clovis et conservant toujours l'unité générale du Regnum Francorum. D'ailleurs, les rois ne sont pas rois de Soissons ou d'Orléans. Les 4 sont tous rois du royaume des Francs, au singulier, sans autre titre spécifique et avec un prestige équivalent. Et cette situation présente pas mal d'avantages en fait. Déjà, c'est la fin d'un grand nombre de disputes dans les royaumes.
vu que le panel de candidats possibles pour les trônes reste limité entre frères et cousins et empêche les rébellions venant d'une multitude d'hommes forts. Ensuite, ce modèle propose une organisation régionale bien adaptée, où le souverain reste proche de son propre territoire pour en assurer une gestion opérationnelle efficace. Un peu à l'image de ce qu'avait voulu construire Dioclétien en divisant son empire d'ailleurs, lui-même sous-découpé en grosses provinces appelées diocèses à l'époque. Et puis, ça permet aussi au roi de s'unir de manière dynamique contre des voisins menaçants, en coalisant les parts du royaume selon le besoin et la situation. Ce qui est d'ailleurs peut-être l'une des vraies logiques derrière le découpage visuellement perturbant du royaume de Clovis en plusieurs morceaux bizarres à nos yeux. Car chaque frère dispose de sa propre capitale, proche de celle de ses frères, pour garder le cœur politique centré sur la terre historique des Francaliens, et chacun dispose aussi de sa frontière à problème, pour contrer les menaces extérieures, voire piller et conquérir d'autres terres pour satisfaire leur propre leude. Théodoric le Fourbe et Clotacar le Rusé reçoivent les terres du nord-est, en contact avec les Germains encore libres de Thuringe et de Frise, qu'il faut toujours surveiller. Childebert le Brouillon est lui centré à Paris, mais doit surveiller les Armoricains de Bretagne, qui restent toujours turbulents. Et enfin, Clodomir le Chouchou, lui, dirige son pays d'Orléans pour garder un œil sur les Burgondes. 4 rois, avec 4 capitales connectées les unes aux autres pour garder le contact, et 4 frontières extérieures à gérer. Une répartition honnête donc, des opportunités comme des défis pour les 4 enfants. D'ailleurs, dernier paramètre, chacun des 4 frères hérite de richesses fiscales sans doute à peu près égales. Un bloc de cité rapportant un volume de taxes et de ton-lieu à peu près de même proportion, autant qu'on puisse en juger, et qui les met sur un pied d'égalité du point de vue de la richesse. Le partage de 511 est désormais reconnu par la plupart des historiens comme un partage politique intelligent, opéré à la mort du roi, probablement sous son impulsion, et absolument pas conçu pour dépecer son territoire, mais au contraire, pour le maintenir uni avec une organisation décentralisée efficace. Rien à voir avec un découpage de barbares donc, mais c'est plutôt le produit d'une véritable réflexion pour tenir compte de la réalité politique, sociale et économique d'un monde post-empire romain où l'appareil administratif et culturel n'est plus aussi bien en place pour maintenir des ensembles aussi vastes, parfaitement unifiés sous un seul pouvoir pyramidal. Et puis ce n'est pas comme si ça fonctionnait si bien que ça au IVe ou Ve siècle, l'Empire romain, avec les Magnances, les Arbogastes ou les Aetius, et avec des guerres civiles destructrices à répétition. Au moins, les gars, ils se sont mis d'accord comme des grands dès le début. Et quant à l'étrangeté de la gestion de l'Auvergne et de l'Aquitaine, ce sont probablement des mesures spéciales liées aux particularités de ces conquêtes récentes sur les Visigoths. En gros, Théodoric avait conquis l'Auvergne en solo. Donc quelque part, c'est un peu normal qu'il garde cette province. Et l'Aquitaine, récemment récupérée, était peut-être difficilement gérable, d'où le flou relatif qui entoure une région encore mal soumise et intégrée au pouvoir franc. Mais le gros winner, c'est quand même Théodoric Ier, non? Avec sa double part de frites. Alors c'est vrai que Théodoric semble s'en sortir un peu mieux que les autres, sans doute parce qu'il était déjà un chef de guerre expérimenté en 511 et qu'il devait avoir la confiance de l'armée. D'ailleurs, la vraie question, c'est pourquoi il ne prend pas tout le pouvoir d'un seul coup, si ses demi-frères étaient encore des gamins à ce stade. Ou au moins qu'ils deviennent le roi principal, et ses frères des sous-rois. Ce qui semblait sur le papier le plus simple, d'autant qu'on va vite le voir, tous ses frères ne s'appréciaient pas plus que ça, et ne vont pas se faire remarquer par un excès d'amour fraternel. Si on est réaliste, Crodéchilde et ses enfants n'auraient pas dû survivre une minute si Théodoric avait pu avoir les mains libres pour s'en débarrasser, vu comme Clovis n'a eu apparemment aucun problème culturel ou d'opinion publique franque à gérer en éliminant les membres de sa propre famille. Là encore, la conclusion la plus logique, c'est que même si le partage a pu être préparé par Clovis pour ne pas léser Crodéchilde et ses fils, ce sont forcément les grands notables du régime, les aristocrates, les leudes ou les évêques, qu'ils aient été militaires ou religieux, qui ont dû imposer cette solution à Théodoric, renforçant l'hypothèse d'un partage motivé politiquement. On peut trouver cela étrange et assez contre-intuitif vis-à-vis de notre vision habituelle des rois tout-puissants du passé. Mais vous allez voir que l'histoire des Mérovingiens
est une histoire perpétuelle de négociation entre la figure du roi ou des rois et les véritables puissances du royaume avec qui les Mérovingiens doivent en fait tout le temps essayer de s'entendre pour diriger quoi que ce soit. Et dans le cas présent, le consensus, c'est évidemment que ce sont les grands aristocrates, probablement regroupés derrière la championne nicéenne Crodéchilde, qui ont dû forcer la main à Théodoric, en lui laissant la part du lion en termes d'opportunités pour se créer un dominion géant contre une paix relative envers ses frères à l'ouest et leur territoire. Un bon deal donc, qui fait les affaires de tout le monde en 511. Nos auditeurs les plus calés trouveront quand même un tas de livres comme d'articles sur Internet mettant en avant les règles ancestrales du partage germanique pour expliquer cette répartition. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Rien ne dit qu'il n'y avait pas effectivement une attente culturelle germanique de partage des terres entre les descendants masculins du roi. Mais il y avait forcément aussi une logique pragmatique qui a dû être mise en œuvre pour faire face au défi de 511 avec ce partage, pour créer, osons le mot anachronique pour une fois, un État fédéral fonctionnel. Bon, cela dit, j'imagine que même avec ce partage, il va y avoir quelques défis, une fois le grand homme reposant dans sa tombe du 5e arrondissement. Alors étrangement, assez peu dans les premières années autant qu'on le sache. Il est probable que les conditions générales de la paix au sud, dont a bénéficié Clovis à la fin de son règne, se maintiennent avec ses successeurs. Notamment côté sud, où les Ostrogoths ont finalement pris le contrôle du royaume des Visigoths, puisque le fils du défunt Alaric est aussi le petit-fils de Théodoric l'Ostrogoth, et que cette nouvelle union politique occupe tout ce beau monde au sud. Et même chose avec les Burgondes, qui doivent gérer leur propre royaume et la division entre Ariens et Nicéens qui subsiste encore. Tous les voisins ont mieux à faire que d'aller défier les Francs, ce qui est sans doute assez heureux, vu que dans la première décennie suivant la mort de Clovis, ses fils sont encore probablement trop jeunes pour faire peur à grand monde, et encore moins pour commander une armée. Non, le seul qui va se distinguer dans l'immédiat, et c'est logique vis-à-vis du partage, c'est Théodoric au nord, car le fourbe a hérité, en plus de l'Auvergne, de la partie la plus complexe et la plus remplie d'opportunités du royaume, c'est-à-dire avec l'est de la France et l'ouest de l'Allemagne moderne. Ce qui peut sembler un choix assez raisonnable si sa propre famille maternelle vient du côté des Francs rhénans. Après tout, autant prendre un homme lié à cette partie du royaume et assez leude pour en garder la frontière. Notamment si des 4 enfants, c'est aussi le seul avec une bonne expérience militaire pour aller casser les dents du côté de la Germanie. Son énorme territoire va donc couvrir la Champagne, comme on l'a dit, la Lorraine, l'Alsace, au moins 2 ou 3 Länder allemands modernes, et va lui permettre non seulement de continuer la lutte avec les Germains libres vivant à l'Est, mais présente un autre avantage, celui de pouvoir rendre facilement visite à sa belle famille du Sud, car, probablement en complément de l'alliance contre les Visigoths de 507, les liens matrimoniaux entre Burgonde et Francs, déjà scellés avec Crodéchilde et Clovis, ont été renforcés avec Théodoric, épousant la petite fille de Gondebaud, la fille du prince régnant Sigismond, qui reprendra le trône à partir de 516. Un beau mariage donc avec la chère et tendre Suave Gotha, c'est son doux nom, dont on ne sait pas grand-chose en fait, mais qui a probablement dû sécuriser la frontière sud du royaume de Théodéric. Une situation idéale pour laisser les mains libres au premier fils de Clovis, à même de reprendre le flambeau de son père. Prendre le contrôle de son nouveau royaume a dû être quelque chose de difficile pour Théodoric le Fourbe, si on y réfléchit un peu. Un combo de terres 100% romanisé et d'autres 100% germaniques du point de vue de la population. Et aussi un combo religieux avec des territoires bien touchés par le christianisme et d'autres sans doute encore totalement païens. Sans parler même des différences culturelles, linguistiques ou politiques. Unifier ce bazar tout en continuant l'expansion à l'Est va être, à n'en pas douter, un sacré défi pour le jeune roi. Mais qui dit défi, dit aussi grosse opportunité. Ce qu'a sans doute dû aussi comprendre Théodoric Ier, sur le point de commencer la nouvelle étape du succès insolent des Mérovingiens au VIe siècle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.